continuons notre émission sur le portrait des chefs et ce soir nous allons parler de Nicolas Maggi. Ce que je voudrais dire sur la cuisine de Nicolas Maggi, c'est que c'est peut-être de l'ensemble des chefs que je peux connaître, celui qui a la cuisine à ce niveau-là la plus ludique. D'accord. Voilà, c'est ludique. Ah, ludique, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire par là qu'il a toujours des énoncés de plats, il a toujours des espèces d'alliances à l'intérieur de ses préparations qui sont peut-être presque du fantasme de l'enfance, quoi. Il va transformer des petits beurres, il va faire, enfin, je veux dire, il fait n'importe quoi, il s'amuse, voilà. Dès qu'on se lance dans une logique telle que celle-là, il faut que ce soit abouti, il faut qu'au bout de ça, il y ait effectivement des plats qui surprennent, qui amènent le sourire au bord des lèvres, mais en même temps, il faut que tout ça ce soit suffisamment intéressant sur le plan gustatif et qu'avec les papilles, on y trouve notre compte, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'on peut être dérouté, mais pas à l'ouest, quoi. Enfin, il y a une nuance là-dedans qui fait que quand ça capote, ce type de cuisine, c'est souvent ridicule, bien sûr, ça frise de ridicule. Et quand ça marche, c'est superbe, et seuls un certain nombre de chefs sont capables de faire ça. C'est le seul aussi, je tiens à le souligner, qui dans cette optique-là est toujours dans cette même logique. Quand un plat marche trop à sa carte, il enlève le plat, il en met un autre. C'est-à-dire que c'est à l'inverse de ce que font tous les cuisiniers. Et ce soir, en termes d'étonnement, on a associé cette cuisine qui est une cuisine qui incite à voyager. On a des vins qui viennent comme ça aussi de partout, qui sont des vins d'un ami qui est François Lurton, et on va avoir des vins qui vont voyager, qui vont nous faire voyager. On va avoir des vins argentins, on va avoir des vins espagnols, on va avoir des vins chiliens, on va avoir des vins qui vont venir de Mendoza, qui vont venir comme ça de l'Amérique du Sud et de l'Europe du Sud. On a même des vins qui viennent de Fitou, un superbe, c'est une propriété que j'aime beaucoup qu'a repris François Lurton, qui est Château des Herbes en Fitou, qui est sans doute un des meilleurs Fitou de l'appellation. C'est un truc étonnant qu'on va voir bien sûr sur le canard de chez Monsieur Duplantier, parce qu'au-delà de cette cuisine, qui est une cuisine extrêmement ludique, il s'appuie quand même sur des artistes, on va dire, en termes de producteurs. C'est-à-dire Duplantier, c'est certainement le type qui fait les meilleures volailles en termes de canard, de poulard, de poule, etc., de tout le sud-ouest. C'est la dernière séance. C'est la dernière séance. Ciao. Et ce soir, comme promis, un interview avec Nicolas Maggi. Bonjour. Bonjour. Et merci donc de venir ici aux Épicuriales pour présenter votre savoir-faire. Et merci de nous avoir invités. Qu'est-ce que vous pensez des Épicuriales? Ça a sacrément évolué. Il y a une très belle cuisine, la salle est superbement jolie, la terrasse est encore plus jolie que l'année dernière. C'est vraiment en train de progresser et la barre est de plus en plus haut. Vous venez, du restaurant La Cape à Senon. Racontez-nous un petit peu cette histoire de La Cape à Senon. La Cape à Senon, c'est pourquoi Senon déjà? Je suis la 4e génération de restaurateurs sur la commune de Senon. Donc parents, grands-parents et arrière-grands-parents. Mes parents ont perdu leur affaire, donc j'ai l'âge de 12 ans et j'ai toujours dit que le jour où je montrerai un restaurant, je montrerai à Senon. On a l'impression quand on va là-bas, c'est plus une maison où on nous accueille. C'est un pavillon de banlieue, c'est vraiment un pavillon de banlieue où on rentre, il y a plusieurs pièces. Là, on a refait les travaux dans une pièce unique. Mais c'est qu'il y avait plusieurs pièces, on rentre dans un pavillon de banlieue, c'est vraiment un côté décalé, c'est vraiment ce qu'on voulait. Alors vous, ça commence en 88 avec un apprentissage orugique chez Monsieur Gauthier. Chez Michel Equinette. Moi, c'est mon mentor, c'est vraiment, on va dire, c'est mon père spirituel. C'est que c'est une cuisine très décalée pour l'époque, c'est que dans les années 80, déjà, il faisait des plats vraiment décalés. C'est un précurseur, il avait 10 ou 15 ans d'avance sur pas mal de chefs sur le Bordelais. Et c'est une cuisine avec laquelle j'ai accroché de suite. Ensuite, à la Chamade, chez Michel Carrère. Chez Michel Carrère, je suis passé un peu moins d'1 an. C'est une maison totalement différente où là j'ai vu du gibier, donc là on est revenu sur une cuisine beaucoup plus terroir, beaucoup plus classique. Et puis après, le Crillon chez Christian Constant. Donc à Paris, donc j'ai choisi Paris, j'ai décidé à Paris, donc j'en parle au chef, et le chef me dit si tu vas à Paris, quel endroit tu iras, c'est au Crillon. Donc c'est André Gahuza qui me fait rentrer au Crillon et là j'y passe 1 an et demi avec Christian Constant et Eric Fréchon comme premier sous-chef. Tout ça apprend différentes expériences. Là c'est le palace parisien, là c'est notre monde, une autre vie, un autre rythme, Rungis, le marché, les produits, vraiment l'ouverture
les jeunes provinciales sur la capitale, vraiment des produits exceptionnels, vraiment que les merveillements. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. Vous ouvrez donc le 29 juillet 99 à Senon, en banlieue bordelaise, donc ce restaurant La Cape, et vous obtenez une étoile au guide Michelin en 2004. Oui, alors ça c'était vraiment pas attendu. Ouais. C'est vrai que la Cape c'était plus un bistrot de quartier, mais on était plus dans la cuisine, dans la bistronomie, donc on n'avait pas de chichi, du joli produit, bien fait, un peu décalé, mais un côté un peu décalé qu'on ne voit pas partout aussi. Et on s'attendait plus à avoir un bib gourmand qu'avoir une étoile Michelin. C'était un établissement sans prétention, donc il n'y avait pas de cristal, il n'y avait pas d'argenterie, service décontracté, on faisait goûter le vin, on posait la bouteille sur la table. C'est vrai que c'était une surprise totale. C'est bien, ça fait du bien, c'est une reconnaissance. Et mais tout à fait, c'est vrai qu'au début ça m'a un peu de réticence, parce que j'avais une pression supplémentaire, puis on s'attendait vraiment pas, donc ça a été très spécial. C'est les bonnes surprises. C'est une très bonne surprise. Bon, donc de Senon aux Épicuriales, il n'y a pas beaucoup de distance. Hein, la Garonne. La Garonne, voilà. Et à la nage. À la nage. Et là, ce soir, vous êtes donc ici aux Épicuriales. Vous aimez ces exercices de style comme ça? C'est intéressant de sortir des cuisines. Enfin, on est toujours habitué, pas une routine, mais il faut travailler chez soi, la même cuisine. C'est pas une routine qui s'installe, mais on est habitué, on a des repères, et c'est un peu une machine de guerre, quoi. On sait exactement ce qu'il faut faire à telle heure et sortir un peu de notre environnement. Ça fait du bien. Travailler en plein air, travailler dans une cuisine qu'on ne connaît pas, c'est un challenge, c'est un côté plaisant. Et ce soir, vous allez nous préparer bien sûr un menu. Et alors on va commencer par l'entrée, bien sûr. En entrée, on va faire un club sandwich croustillant de homard breton, au jaune d'œuf coulant, avec caverne d'Aquitaine et asperges vertes. Donc c'est un clin d'œil à la SNCF, un sandwich de la SNCF un peu revisité. Un peu revisité. Et ensuite on va faire un canard croisé de chez M. Duplantier, là, qui est un fournisseur exceptionnel, c'est un canard vraiment exceptionnel. On va juste faire rôtir avec une petite tartine d'abat, une cuisse confite laquée avec un jus de mûre, des petites mûres acidulées et des jeunes légumes avec un jus concentré de canard. Et en dessert, on va faire un tube croustillant petit lu et éteint, donc de fraises, noix de coco et juste un zeste de combat et citron vert. Donc c'est un menu sur deux saisons, on va dire la fraise en plein dedans, le homard à la saison des mares, et le canard, c'est le canard chez M. Duplantier, c'est juste tout simplement une tuerie.